Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence tout de suite à présenter, enfin vous allez vous présenter individuellement et puis après on passera au cœur du sujet. Peut-être Lily, si vous voulez commencer à présenter Encore Store en quelques mots, quelques chiffres. Donc, bonjour à tous, je suis Lily Cadel, je suis Country Manager France chez Encore Store. Et donc Encore Store, on est une marketplace B2B qui met en relation des commerçants indépendants auprès de plus de 30 000 marques européennes à travers 7 différentes verticales. Donc vous avez des marques d'épicerie, de beauté, de décoration, de maison. Et on a été créé du coup fin 2019 par 4 fondateurs qui à eux 4 ont plus de 20 ans d'expérience dans le milieu du retail, marketplace, e-commerce, les anciens fondateurs de A Little Market qui avait été racheté par Etsy notamment. Et donc notre mission chez Encore Store, elle est très simple, c'est de donner des outils technologiques, financiers et logistiques pour permettre aux commerçants indépendants de prospérer et de faire face aux géants du e-commerce. Voilà en quelques mots. Et donc Anaïs de Mano Mano, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonjour à tous. Anaïs Le Sueur, je suis VP Customer and Strategic Marketing chez Mano Mano. Alors Mano Mano, on a été fondé il y a bientôt 10 ans. On est aujourd'hui la plus grosse marketplace européenne dans le milieu du bricolage, jardin et maison. On est présent dans 6 pays en Europe. On a aujourd'hui 16 millions de références, à peu près 5000 vendeurs partenaires sur la plateforme. Donc voilà, avec un ADN européen très fort, à la fois nos clients évidemment, nos marchands aussi très majoritairement européens, et puis notre équipe, hein, on est implanté un peu partout en Europe. Et voilà, un ADN où on a vraiment voulu faire une marketplace, mais une marketplace qui accompagne le client sur notamment les projets de bricolage qui sont des projets complexes, avec du conseil et des conseillers qui sont à dispo. Et puis on a lancé notre plateforme B2B, donc Mano Mano Pro, en 2019, pour accompagner initialement plutôt les petits pros du bâtiment. Et puis en fait, on a élargi petit à petit à en fait toutes les entreprises qui avaient besoin finalement de se fournir dans nos domaines. Donc ça peut être aussi bien des cafés-restaurants, des industries ou même des agriculteurs. Donc voilà un petit peu pour vous donner l'overview de Mano Mano. Et Mickaël, donc au milieu, parce que justement vous travaillez avec les uns et les autres, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous, donc Mickaël Dessat, je suis Chief Digital Officer chez Alliance Trade, anciennement Euler Hermès. Alors nous, on est un peu plus vieux, on a une centaine d'années, alors j'aime bien dire que ça ne se voit pas trop sur moi encore, heureusement. Notre cœur de métier, c'est de garantir du risque de crédit commercial, en fait, donc toutes les transactions commerciales qui ont lieu entre les entreprises quand elles commercent entre elles en B2B, et de venir s'assurer que tout ça, ça va bien se passer, que le fournisseur, quand il commerce avec son client, il peut le faire en toute sécurité, qu'il ne subira pas d'impayés. Quelque chose que j'aime bien aussi noter et qui est dans le thème de la journée, c'est que le commerce en ligne est venu aussi challenger des acteurs comme nous, justement, qui ont une offre de valeur qui n'a pas beaucoup bougé en fait, pendant très longtemps, qui était très dimensionnée pour des grandes entreprises, pour commercer avec leurs clients plutôt hors ligne évidemment. Et en fait, on a dû adapter tout notre mode de fonctionnement pour venir adresser finalement une nouvelle type de clientèle, je dirais, donc des personnes, des acteurs qui commercent en ligne avec des enjeux très différents, hein, de gérer de l'automatisation, de la masse, du flux, donc beaucoup de volume. Donc voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Une première question, donc plutôt pour les jeunes pousses, après on passera aux centenaires. Anaïs et Lily, vos sociétés sont toutes les deux lancées sur des secteurs qui étaient relativement à la traîne, hein, dans le numérique, donc par exemple le commerce indépendant, le bricolage. Avec le recul aujourd'hui, le recul que vous avez, qu'est-ce que vos plateformes ont changé justement sur ces secteurs? Donc effectivement, Encore Store, on s'est lancé dans le secteur du commerce de gros, le wholesale en anglais, qui est finalement un secteur qui est assez archaïque,
En fait, rien que par notre modèle et notre proposition de valeur, il n'y avait pas d'outil en fait, qui existait tel qu'Encore Store, c'est-à-dire un outil qui permette aux commerçants indépendants de s'approvisionner très simplement. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans le modèle traditionnel, je suis commerçant indépendant, disons que je suis une épicerie fine, je veux trouver des nouvelles marques pour mon magasin, je dois me rendre sur des salons, ou alors je cherche sur Instagram ou sur les sites. Enfin, j'avais pas d'outils pour trouver des marques. Une fois que je trouve la marque, il faut que je la contacte, donc il faut que je trouve le numéro. Une fois que je l'ai trouvée, il faut qu'elle m'envoie son catalogue. Une fois qu'elle m'envoie son catalogue, il faut que je m'assure que les prix sont les bons ou qu'il y a le stock est encore disponible. Donc il y avait finalement énormément d'allers-retours avant que le commerçant puisse passer une première commande. Et une fois que je passe la commande, la marque qui ne me connaît pas encore va me demander un prépaiement, donc un paiement généralement avant de m'envoyer la marchandise. Elle va me demander un minimum de commande qui est assez important, donc parfois jusqu'à 500, 1000 euros. Donc ça peut faire beaucoup si je suis une petite épicerie fine. Et puis enfin, après, je dois attendre un certain temps avant d'être livrée. Donc tout ça, c'est des challenges auxquels on a vraiment voulu répondre en créant Encore Store. Et donc pour vous expliquer un petit peu en quelques lignes notre proposition de valeur, donc côté commerçant aujourd'hui, toutes les marques sur Encore Store sont au même minimum de commande, c'est-à-dire 100 euros. Et ça, c'est absolument inédit dans un secteur où je devais me souvenir entre chaque marque quel est le minimum de commande de telle marque. Et là, aujourd'hui, toutes les marques sont à 100 euros. Donc, ça permet à des commerçants de ne pas se surstocker en magasin, de pouvoir tester des marques très facilement, voir si ça leur plaît. Et d'ailleurs, on voit que notre panier moyen n'est pas à 100 euros. On est à un panier moyen par marque qui est autour de 300 euros et multi-marques, puisque l'avantage d'Encore Store, c'est aussi de commander auprès de plusieurs marques qui va jusqu'à 700, 800 euros. Donc voilà, donc ça c'est vraiment inédit, c'est les 100 euros de minimum de commande. Et le deuxième point qui est hyper attrayant pour un commerçant sur Encore Store, et ce qu'on est venu du coup challenger un peu dans cette industrie, c'est cette flexibilité de paiement. Donc on travaille aujourd'hui avec des acteurs tels que Okodo qui nous permettent de proposer un crédit finalement à 60 jours. Donc finalement, je suis commerçant, je peux commander sur Encore Store, je peux vendre mes produits si tout se passe bien et je peux ensuite payer la marque. Et donc nous, on sert vraiment d'intermédiaire entre les marques et les commerçants. Et côté marque, on garantit aussi aux marques d'être payées. Donc les marques sont payées en fait à partir du moment où elles livrent le client. Et ensuite, voilà, on laisse jusqu'à 60 jours aux commerçants pour nous payer. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux points-là qui sont venus challenger cette industrie assez archaïque. Et ça se sent aujourd'hui en magasin. On voit que les commerçants qui passent commande et nous le disent régulièrement, on a fait des rencontres Encore Store, on fait souvent des réunions avec notre communauté. Et j'avais une commerçante parisienne qui m'a dit, en fait, grâce à vous, j'ai pu rester ouverte. Donc ça, c'est des messages forts qui nous encouragent dans notre modèle en nous disant j'ai pas eu besoin de surstocker, j'ai pu garder mes prix à un certain montant. Donc voilà, on voit vraiment qu'on a un impact après 3 ans d'ancienneté. Anaïs, est-ce que vous avez vu les mêmes évolutions, vous comment est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a changé ? Oui, absolument. Alors, un peu le même constat, alors nous, on est sur un marché immense, hein, le marché du bricolage du jardin de la maison, c'est 600 milliards d'euros en Europe, mais avec une digitalisation qui était très, très faible, 11%. Voilà, on est vraiment parmi les secteurs on va dire, du commerce les plus bas. Et c'est vrai à la fois pour nos clients B2C et nos clients B2B, d'autant plus. Donc ça a été un vrai challenge. Et en fait, nous, notre cible, c'est vraiment en B2B, notre cible, c'est vraiment les petites entreprises. Donc on va être sur les entreprises de 1 à 5 salariés. Ça va vraiment être notre cœur de cible. Et donc finalement, cette cible-là, ils sont vraiment, ils font tout. Ils font tout dans leur entreprise. Et donc ils ont un énorme besoin de gagner du temps et de gagner de l'argent. Mais avec des habitudes extrêmement ancrées. Enfin, si vous suivez un pro du bâtiment, il a ses habitudes, il va se lever, il va partir à 6h du matin de chez lui, faire le tour des magasins, de ses magasins habituels. Il a vraiment ses contacts, etc. Et donc, en fait, à la fois, évidemment, on a une proposition de valeur très forte, mais on a aussi des grosses habitudes qu'il va falloir qu'on arrive à contrer. Donc, évidemment, une de nos forces, hein, c'est notre catalogue et nos prix, puisque avec 16 millions de produits, évidemment, on a une offre qui est beaucoup plus large et qui va beaucoup plus dans le détail qu'une grande surface de bricolage qui va avoir peut-être 50 000 références, quelque chose comme ça. Et puis, on a apporté cette couche en plus de conseils et de services qui va permettre finalement de faciliter le transfert au numérique. Donc, ça va être
Alors, donc, on a des conseillers pros qui sont vraiment formés pour pouvoir conseiller des pros avec leurs exigences, leurs connaissances, etc. Qui vont pouvoir non seulement les conseiller, mais qui vont pouvoir leur faciliter la vie en allant jusqu'à, par exemple, leur constituer leur panier, que du coup, les pros n'ont plus qu'à valider, on va dire, par exemple, en fin de journée. On a beaucoup développé notre app, je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais on a beaucoup développé notre app qui est une évidence pour les pros qui sont toujours en déplacement, toujours en train de faire plusieurs choses, et donc qui, pour éviter d'avoir des journées à rallonge en fin de journée, à faire tout l'administratif, peuvent finalement continuer à faire des choses pendant la journée et continuer à faire leurs achats, notamment pendant la journée. Point extrêmement important pour nous, tout ce qui est simplification de la facturation, c'est un point clé. Et évidemment, l'élément clé de réassurance par rapport aux habitudes magasins des pros, ça va être la livraison garantie en 48 heures et tout finalement le process after sales. Voilà en quelques mots. Mickaël, en tant qu'observateur, en quelque sorte, quelles sont les grandes tendances? On en a évoqué quelques-unes, hein, les grandes évolutions sur l'e-commerce B2B. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous avez des choses à compléter? Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui, alors même au-delà de tout ce qui a été dit et par rapport même aux échanges de ce matin, en termes de quelques chiffres peut-être que je partage aussi des autres présentations, c'est que on voit qu'il y a une croissance forte encore du e-commerce B2B. Des quelques chiffres de Afeva, des Statista, c'est 40% prévu de croissance de volume d'ici à 2025. C'est un acheteur sur 3 qui achètera d'ici là directement donc sur un site auprès de son fournisseur en ligne. Et c'est vrai que le B2B, et je discutais avec un économiste encore hier qui me parlait du ralentissement, en tout cas qu'il observait que côté B2C, il n'y avait plus forcément la croissance qu'on observait ces dernières années où ça avait vraiment explosé. Mais côté B2B, en fait, ça a un peu de retard et ça ralentit pas. Donc, on voit qu'il y a une vraie dynamique, un enclenchement des entreprises à aller commercer en ligne. Et je pense que, pour rejoindre ce que vous disiez, ça se traduit aussi par des acteurs qui adaptent leurs services. En fait, c'est-à-dire que les e-commerçants ou les sociétés qui se mettaient à commercer en ligne, soit elles avaient une vraie volonté stratégique d'aller commercer en ligne il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça devient, je dirais, de plus en plus facile d'aller ouvrir ce nouveau canal de distribution. Parce qu'on a des acteurs qui proposent finalement différents types de services qui sont de plus en plus faciles à intégrer, de plus en plus disponibles. Donc on l'a vu au travers des CMS qui permettent donc de construire une plateforme, qui vont embarquer différents types de prestations, que ce soit dans la logistique, dans la partie catalogue produit, dans le paiement, dans l'assurance des paiements et des garanties qu'il y a derrière. Tout ça se digitalisant, ça devient plus facile finalement de mettre tout ça en place quand on vend directement. Et la marketplace, finalement, accélère encore plus cette partie-là, puisque une fois que tous ces services ont été connectés par un opérateur, ça permet à des sociétés qui n'ont pas forcément la vocation, la velléité à investir massivement là-dedans, de venir commercer en bénéficiant de tous ces services finalement, en quelques clics, en tant que marchand, de venir souscrire à vos offres, finalement, vos propositions de valeur, de venir commercer sur vos plateformes pour bénéficier de toute cette digitalisation, tout ce parcours et de toucher aussi plus largement des acheteurs. Voilà. Pour revenir un petit peu sur l'historique de ManoMano et Encore Store, quand vous avez démarré vos activités ou quand elles ont gagné quand elles ont continué à croître, comment est-ce qu'on assure une croissance vertueuse? Qui est-ce qu'on courtise ou séduit ou qui est-ce qu'on cajole le plus? Est-ce que c'est d'abord le portefeuille client ou la base fournisseur? Comment vous gérez cet équilibre? C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse parfaite, franchement. Après, si je dois commencer, malgré tout, sans produit, on va pas vendre grand-chose, hein, donc c'est quand même un petit peu la première étape. Donc là-dessus, effectivement, on a quand même plutôt commencé chez ManoMano il y a 10 ans en commençant par trouver les bonnes offres au bon prix. Et pour ça, les partenariats avec les marchands sont clés. On a une approche sur notre relation avec les marchands. Alors,
on est une grosse marketplace, c'est sûr, mais malgré tout, on a une approche qui est sélective et avec un relationnel fort avec nos marchands. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on ne prend pas le tout venant. On a vraiment une démarche de sélection de nos marchands. Aujourd'hui, on en a 5000. Voilà, l'idée, c'est pas de croître de manière exponentielle notre nombre de marchands, parce qu'on veut pouvoir continuer à construire avec eux une relation de confiance assez humaine, en fait, qui est en fait très liée, très basée sur le relationnel, et qui se prouve et qu'on voit dans le temps. Aujourd'hui, on a au bout d'un an 96% de nos marchands qui continuent avec nous. Et voilà, on veut vraiment garder cette relation privilégiée, et puis de les aider aussi à grandir, donc de pouvoir vraiment travailler sur cette relation, les aider à grandir, leur proposer aussi des services qui vont les aider à s'internationaliser, pour les aider à faire leur logistique, pour les aider à mieux se mettre en avant finalement sur notre site. Donc ça, c'est un travail vraiment très important. Après, les clients, bah, évidemment, en fait, derrière, on arrive à continuer à convaincre nos vendeurs aussi, parce qu'on arrive à amener des clients. Sur la partie B2B pour Mano Mano, en fait, on a d'abord eu notre plateforme B2C. Donc la première étape, ça a été déjà de migrer finalement un certain nombre de clients B2B qu'on avait déjà sur notre plateforme B2C. Et en les faisant migrer, en fait, on a créé de la valeur, parce qu'en leur proposant tous les services dédiés au B2B, finalement, on a réussi à les faire croître. Et puis aujourd'hui, on continue évidemment à profiter de la puissance de notre site B2C, mais aussi à aller acquérir des clients B2B en direct, en externe. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une dynamique. On a une dynamique qui est très bonne. On a à la fois une bonne acquisition. Si on reparle des artisans, on a aujourd'hui un artisan sur 4 en France qui est client chez Mano Mano. Et puis, on arrive à aussi bien maintenant passer sur une dynamique de fidélisation. On a plus que doublé notre nombre de clients loyaux l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment les deux, malheureusement. Lily, effectivement, entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qu'on privilégie? Je rejoins effectivement Anaïs, sans produit, il n'y a pas vraiment de marketplace qui peut exister. Mais nous, on s'est créé il y a 3 ans. Et donc, il y a 3 ans, on était en plein Covid. Donc, en fait, on a été un petit peu contraints aussi, finalement. Les magasins étaient fermés, de se focaliser sur l'offre. Donc, on a vraiment passé les premiers mois, si ce n'est la première année, vraiment à construire une offre qui soit la plus intéressante possible pour nos commerçants. Et d'ailleurs, on fait partir tous les mois un product market fit auprès de nos commerçants. Et ce qu'ils nous demandent d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est on veut plus de marques. Il y a encore trop de marques qu'ils achètent en direct et ils veulent tout acheter sur Encore Store. Donc c'est vraiment, ça a été l'enjeu principal, c'est de construire une offre qui soit la plus exhaustive possible à travers cette verticale, comme je vous le signalais. Mais je suis d'accord avec toi, Anaïs, sur le fait qu'on a une sélection de produits qui est quand même qualitative. Donc aujourd'hui, on accepte 50% des marques uniquement qui candidatent sur Encore Store. Du coup, on a différents niveaux d'acquisition de nos marques. Vous avez des marques qui candidatent, donc de l'inbound. Vous avez l'outbound, donc des commerciaux qui vont chercher des marques. Et ensuite, on a un troisième modèle qui est un modèle de référal, donc de parrainage de nos commerçants qui viennent nous recommander des marques qui sont... on le sait, des marques qui vont fonctionner puisqu'elles sont recommandées par au moins une de nos boutiques. Donc voilà, donc ça a vraiment été la première étape. Et puis la deuxième étape qu'on a enclenchée finalement assez rapidement, c'est qu'on a été assez agressif aussi sur les partenariats des marques auprès des boutiques. Donc on a un modèle de parrainage où en fait on finance un bon d'achat qu'on donne aux marques, qui aujourd'hui, du coup, qui à l'époque était de 300 €, aujourd'hui est 200 € et qui permet du coup à des marques de ramener des boutiques sur Encore Store. Et ça, aujourd'hui, 60%, donc je parle pour la France, mais 60% des commerçants qu'on a acquis en France sont via ce modèle de parrainage. Donc ça a été extrêmement bénéfique pour nous, surtout du fait que c'était un modèle qui n'existait pas auparavant. On a vraiment acquis une majorité de nos clients comme ça. Donc ça a été vraiment cette première phase-là. Et aujourd'hui, on est effectivement, comme le citait Anaïs, sur une phase plutôt de fidélisation, de consolidation. On voit qu'on est sur un modèle qui fonctionne bien. Aujourd'hui, plus de 60% des boutiques qui ont passé une première commande sur Encore Store reviennent passer une commande dans les 3 mois suivants. Donc, c'est positif après 3 ans. Et voilà, on est vraiment sur cette phase de consolidation. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux, mais toujours sonder ses clients, voir ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui, notre product market fit nous montre qu'on a quand même un nombre de marques conséquents, mais qu'il faut continuer à aller en chercher. Donc là, typiquement, un de nos enjeux, c'est d'aller chercher des marques qui sont extrêmement qualitatives pour nos clients.
Michael, une fois qu'on a réussi à hameçonner son fournisseur, il est dans la maison, il a passé le pas de la porte. D'abord, comment est-ce qu'on simplifie, sécurise? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour réussir à justement à le garder et pas qu'il aille voir ailleurs? C'est une bonne question. Déjà, juste peut-être pour ce que disaient Anaïs et Lily, je partage dans tous les projets marketplace qu'on a pu accompagner, les principaux enjeux des opérateurs, au départ en tout cas, c'était de trouver les bons vendeurs pour lancer, avoir la bonne offre, et ensuite, évidemment, les acheteurs viennent une fois qu'on a le bon panel de vendeurs sur la plateforme. Faut savoir la place de marché au départ, hein, historiquement, c'est la place au milieu du marché, hein, et donc c'était de faire venir finalement des vendeurs, des gens qui venaient vendre leurs marchandises au milieu, de manière finalement sécurisée, avec des règles qui étaient établies sur différents aspects, et finalement les acheteurs venaient se fournir à cet endroit-là. Et donc en fait, on n'a fait que transposer ce modèle dans du digital, dans de la vente en ligne aujourd'hui. Mais je pense l'enjeu, donc pour répondre à ta question, c'est de créer un environnement de sécurité, c'est-à-dire dans lequel et les marchands et les acheteurs se sentent en confiance, et Erwan le mentionnait tout à l'heure aussi, hein, je pense que c'est un point hyper important, en confiance pour commercer. Et donc la confiance, elle se crée comment? Elle se crée avec les bons services qui sont proposés de part et d'autre. Donc en effet, ça peut passer par déjà bien identifier qui sont les marchands et qui sont les acheteurs. On parlait plutôt de KYC. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, en effet, de savoir qui vend et qui achète. Surtout quand en plus derrière il y a des logiques de paiement, de financement, de crédit qui sont accordées. Mais c'est aussi différents types de services qui vont être apportés, qui vont permettre d'attirer donc au départ ces vendeurs. Et donc là, on peut imaginer tout un tas de services. Ça dépend évidemment des secteurs, mais ça peut passer de la logistique, de la facturation, le paiement, on en a beaucoup parlé, et toute la sécurisation donc qui va autour. Donc je pense que c'est voilà, l'enjeu, il est là dans la rétention notamment des marchands, c'est qu'ils aient une facilité, finalement, quelque chose dans lequel ils se sentent vraiment en sécurité pour commercer, et dans lequel ce soit facile d'accéder, et évidemment que ça leur ouvre un nouveau champ, une nouvelle zone de chalandise, avec la possibilité d'aller toucher des nouveaux acheteurs qu'ils n'auraient pas fait, on va dire, différemment. Alors justement, pour rebondir, peut-être pour toucher ces nouveaux acheteurs, quelles sont les évolutions que vous avez déjà mis en place dans les marketplaces, dans vos marketplaces respectives? Et éventuellement, qu'est-ce qui est dans les cartons? Qu'est-ce que vous étudiez? Quels sont les chapitres qui vous attendent, les nouveaux chapitres qui vont s'ouvrir? Peut-être Lily? Très bien. Nous, comme je l'ai mentionné, on a 3 ans, donc on a connu déjà chaque mois est une évolution. On a un channel Slack pour ceux qui utilisent Slack où tous les jours il y a des évolutions produits qui arrivent. Donc l'évolution, voilà, ça arrive très vite. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans, on était 10, donc c'était une toute autre entreprise. La première phase, on a connu quand même une phase d'hyper-croissance, hein, comme ce que je mentionnais, qui était aller chercher le plus de marques possible et le plus de clients possible. Donc notre coût d'acquisition qui était quand même plus élevé qu'auparavant. Donc ça a été vraiment la première évolution qu'on a connue, qui s'est suivie par une phase plutôt de structuration. Donc comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a les marques pour avoir un effort plutôt produit, pour faire en sorte que les marques soient facilement référencées sur la marketplace. Donc ça, on y travaille d'ailleurs encore fortement aujourd'hui, et c'est le retour principal de nos clients. C'est on peine encore à trouver les marques qu'il nous faut. Donc aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur des modèles de recommandation en fait, classiques de marketplace qu'on commence à mettre en place. Et puis la troisième évolution, ça a été comment est-ce qu'on fait pour travailler l'accompagnement aussi. Donc Anaïs le mentionnait, mais on ne veut pas simplement être vu comme une marketplace, mais également on veut rassurer, parce qu'il y a encore beaucoup de commerçants aujourd'hui qui ont peur d'Encore Store, on le sait, qui nous voient comme voilà, une marketplace qui va remplacer le contact humain, et c'est pas du tout ça qu'on a envie de véhiculer. Donc on a vraiment toute une équipe d'experts qui finalement sont des account managers, comme on pourrait appeler ça dans le jargon, et qui vont accompagner à la fois nos marques et nos commerçants. Donc nos marques à avoir une sélection de produits qui soit la plus cohérente possible, mais aussi qui soit la même que ce qu'ils proposent en direct, et ça c'est pas toujours évident. Et côté commerçant, accompagner
accompagner les commerçants à avoir un assortiment produit en magasin qui soit le plus cohérent. On travaille notamment aussi avec de plus en plus d'institutions pour être vu comme un peu un observatoire du commerce indépendant. Là, on a fait une étude avec YouGov récemment où on a interrogé justement nos commerçants et des consommateurs au vu des fêtes de fin d'année et quelles étaient leurs dépenses. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment connu en 3 ans beaucoup d'évolutions et pour répondre à votre question, Néla, dans les prochains mois, là, on travaille beaucoup plus sur l'expérience client et notamment sur la partie post-achat. Donc, on est en train de travailler beaucoup sur l'offre logistique. Je pourrais en parler plus en détail tout à l'heure, mais voilà, on a vraiment tout ce parcours client qui est notre stratégie chez Encore Store, avoir la bonne sélection, faire en sorte que le client veuille souvent recommander et ensuite qu'il ait une bonne expérience post-achat. Voilà, en quelques mots. Oui, alors effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions en 10 ans, comme vous pouvez vous en douter. Au niveau de l'entreprise, au global, on a passé quelques grosses étapes voilà, qui ont été le milliard d'euros de ventes, hein, ça qu'on a passé en 2020. Voilà, avec un effet Covid qui nous a aussi un petit peu boosté, il faut dire, sur cette période-là. Le cap des 1000 employés, le cap, le développement dans nos différents pays petit à petit. Et plus spécifiquement en B2B, en fait, le développement est plus récent puisque ça date de 2019. Et donc, on a ouvert l'Espagne et l'Italie en 2020. On a ouvert seulement l'année dernière l'Angleterre et l'Allemagne, pardon. Donc voilà, tout ça c'est encore très récent, donc on a encore pas mal de travail devant nous de ce point de vue-là. Ensuite, on a une super dynamique, hein. On a fait une croissance à 3 chiffres l'année dernière. Et les sujets sur lesquels on est en train on se focalise là vraiment, on travaille évidemment beaucoup sur notre expérience client. Et c'est très important pour nous d'impliquer beaucoup nos clients, et en particulier sur le B2B, parce qu'il y a beaucoup de spécificités. Donc on les interroge, on fait des études, ça de manière régulière, mais aussi on va impliquer dans les tests de nouvelles fonctionnalités pour savoir finalement qu'est-ce qui correspond le mieux à leurs besoins. On va travailler vraiment sur la facilité de l'expérience d'achat, comment est-ce qu'on réachète plus facilement quand on a des habitudes d'acheter régulièrement le même produit, comment est-ce qu'on va tout faire en un clic, comment est-ce qu'on va avoir la livraison et l'expérience post-sales, tout ce qui est après-vente, la plus fluide possible pour vraiment travailler sur cette expérience et cette réassurance. Un de nos axes de développement très fort, c'est l'application mobile, hein, qui a, disons que sa part a doublé dans nos ventes cette année. Donc ça commence à prendre un essor vraiment important et on voit que c'est un vrai facteur de fidélisation. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, quand ils passent sur l'app, on voit tout de suite que leur fréquence et leur panier moyen augmente. Le panier moyen augmente de 50%, par exemple. Et puis, alors plus récemment, on a une vraie trajectoire pour travailler sur tout ce qui est offre responsable, donc pour nos clients B2C, mais aussi pour nos clients B2B qui sont aussi au cœur du sujet, donc à la fois avec beaucoup d'offres autour de la rénovation énergétique, très important pour nos clients B2B, mais aussi des offres de seconde main. Et puis là, récemment, on a annoncé aussi le lancement de notre Carbon Score pour aider nos clients finalement à s'orienter aussi dans l'ensemble de l'offre qu'on a quand ils ont des enjeux d'acheter des produits plus durables, etc. Et là-dessus, et sur ce sujet-là, les clients B2B sont aussi très demandeurs parce que, en tout cas pour ceux qui travaillent plutôt sur la partie bâtiment artisan, finalement, ils sont interfaces de clients qui eux-mêmes ont des exigences qui évoluent. Donc on a besoin vraiment de les accompagner sur ce sujet-là. Sur le volet de l'expérience client, Michaël, notamment sur le front du paiement, comment est-ce qu'on assure la meilleure expérience, qui soit à la fois la plus efficace, la plus sécurisée Le paiement, c'est vrai que c'est un moment très important dans l'achat, hein, qui peut tout changer. On le voit en B2C clairement, mais en B2B aussi finalement. C'est-à-dire qu'avoir la bonne solution de paiement à proposer aux acheteurs, ça permet vraiment d'être un levier d'augmentation du volume d'affaires, du panier d'achat.
un des challenges, c'est que le B2B, le paiement B2B, il est très différent du B2C. Et les acheteurs entreprises, ils ont l'habitude de payer à crédit. Clairement, peut-être juste un chiffre que nous on manipule au quotidien, c'est le crédit interentreprise en France, c'est 700 milliards d'euros de volume de transactions par an. C'est 3 fois supérieur au crédit bancaire court terme. Donc en fait, c'est le premier levier de financement des entreprises entre elles. On l'a mentionné, je crois que ça a été mentionné un peu avant, donc ça je le confirme bien. Maintenant, c'est comment est-ce que cette manière d'octroyer du crédit qui est très historique et traditionnelle, comment il se transpose dans la vente en ligne, dans une marketplace au moment du paiement. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment d'apporter toute cette expertise, toute cette capacité à opérer ce crédit de manière quasi instantanée, fluide, dans des nouvelles méthodes de paiement. Derrière, c'est de l'analyse de risque. Nous, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on délivre des couvertures d'assurance, évidemment, pour couvrir ce risque de crédit. Et ensuite, on fait la partie recouvrement en cas d'impayé. Donc tout ça, on a dû le digitaliser et l'intégrer dans cette nouvelle manière de commercer. Pour ce faire, parce que on n'est pas des spécialistes du paiement, nous, donc on s'est aussi associé avec des gens qui sont des spécialistes de ça. On a notamment un partenariat avec FinTecture, dont il y a quelques représentants dans la salle, si vous voulez leur parler. En tout cas, eux, ils sont très bons là-dessus. Et d'ailleurs, pour opérer aussi des nouvelles manières de faire de l'acquisition de paiement, ça a été mentionné auparavant aussi, les coûts de la carte étant très chers, faut adapter aussi le paiement. Et donc, on a des méthodologies de paiement qui évoluent en B2B et qui s'adaptent mieux finalement au volume de transactions qui sont les paniers d'achat sont plus importants qu'en B2C. J'imagine que vous devez le constater, peut-être même Anaïs, toi, qui fait à la fois du B2C et du B2B. Très clairement. Ouais. Donc le paiement, en fait, c'est un vrai levier, je dirais, de croissance, mais surtout, si c'est mal opéré ou que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout, ça peut être un frein finalement au développement. Et donc, on essaye, nous, d'accompagner au mieux tous ces projets-là pour justement leur permettre de se développer le plus vite possible en répondant aux attentes des acheteurs entreprises qui, comme je l'ai dit au départ, achètent de plus en plus en ligne. Lily, vous en parliez brièvement, effectivement, pour améliorer l'expérience client jusqu'au bout, enfin du début à la fin de la chaîne. Vous parliez par exemple de l'offre logistique que vous comptez développer, mais globalement, dans un contexte quand même de compétition très féroce, qu'est-ce que vous améliorez, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer, quelles sont les solutions ou les offres sur lesquelles vous travaillez pour améliorer justement cette expérience client? Anaïs, je vous poserai la même question. Effectivement, c'est hyper clé. Et si je rebondis juste sur ce que Michael disait, le paiement, c'est un des éléments vraiment très très important chez Encore Store. Quand on a pensé parce qu'on a une marketplace européenne, quand on a voulu se déployer en Allemagne, on s'est très vite confronté à des méthodes de paiement qui sont différentes que celles en France. Donc ils ont le sconto notamment, payé à 3%, vous avez 3% de réduction si vous payez à 10 jours. Donc il fallait à chaque fois trouver des partenaires dans chaque pays pour vraiment s'adapter. Pareil aux Pays-Bas avec Ideal qui est très utilisé là-bas. Donc je pense que le premier point à cette question, c'est s'assurer qu'on a un produit qui est extrêmement agile et qui continue d'évoluer. Donc ça, c'est notre brique principale, vraiment. Encore une fois, on est assez jeune et il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent constamment. Mais donc voilà, s'assurer qu'on ait un produit qui suive vraiment l'expérience client à la fois au niveau du search. Donc aujourd'hui, on a des filtres même par région et on voit que les commerçants aiment acheter des produits régionaux. Donc on a ajouté ça récemment. On voit que certains commerçants n'aimaient pas forcément passer commande sur Encore Store parce qu'on a essayé d'interroger ces commerçants-là. Donc on a créé une fonctionnalité qui permet aux marques de pré-remplir des paniers aussi. Donc on est extrêmement agile sur cette partie produit et d'autant plus aujourd'hui maintenant qu'on a les équipes en place. La deuxième brique de fidélisation, c'est quand même celle au niveau de l'offre commerciale. Donc s'assurer qu'on ait une offre qui soit
attractive pour les clients. Et encore une fois, je vous remets en tête le modèle classique du B2B, qui est un modèle assez archaïque, mais où finalement, avec chaque commerçant, je pouvais négocier un minimum de commandes, avec chaque marque, pardon, un minimum de commandes X et avoir un certain montant de réduction. Donc c'est important de garder ce modèle-là et de l'appliquer au sein de nos offres. Donc on est en train de créer des offres qui sont justement des offres de fidélisation. Donc si un commerçant commande un certain nombre de produits, il aura accès à une réduction ou à des services supplémentaires, notamment un paiement plus fluide aussi. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est au niveau de l'accompagnement. Et ça, je le recite, mais c'est vraiment ce qui fait la différence. On a des accompagnements auprès de nos marques, mais auprès de nos retailers aussi. Et c'est ce qu'ils viennent chercher chez Encore Store aussi. Vraiment, c'est un contact humain qui les rassure et qui leur permet de commander plus. Donc on fait souvent des webinaires 2 fois par semaine. On fait des webinaires auprès de nos marques et nos commerçants pour leur expliquer comment fonctionne Encore Store, comment, si vous êtes un commerçant, comment bien trouver les produits. On fait des webinaires par catégorie aussi. Donc, on a des catégories managers qui vont gérer l'épicerie, la beauté, la maison et qui vont donner les tendances du marché que l'on voit sur Encore Store aussi. Donc, on a vraiment un rôle d'expert à jouer. Et puis, enfin, par nos marques, on fidélise aussi beaucoup nos clients comme ça. On voit de plus en plus de marques qui ferment leur site B2B au profit d'Encore Store, puisque voilà, vous avez finalement un gain financier assez intéressant. On a des fonctionnalités qui sortent toutes les semaines et qui permettent finalement à des marques de plus investir dans leur site B2B, mais de tout passer sur Encore Store. Et on voit que c'est une dynamique qui est de plus en plus utilisée. Voilà, je dirais ces 4 points-là. C'est vraiment génial de réussir à faire en sorte de générer sa propre digitalisation, c'est-à-dire que les commerçants recommandent les marques les commerçants. Franchement, c'est un beau modèle. Non, alors de notre côté, bon, ce dont je vous ai déjà un peu parlé, c'est l'application mobile qui a vraiment été un très très gros axe de travail pour nous, avec un travail vraiment spécifique comme sur le même principe que Lily, sur vraiment la partie produit, fonctionnalité, fluidité de l'expérience sur l'app, etc. Et on a encore plein de travail à faire sur le sujet, mais on a vraiment constaté cette année à quel point est-ce que l'app nous a amené un cran plus loin en termes de fidélisation. L'autre élément, c'est que l'année dernière, on a aussi lancé un nouveau programme de fidélité. Alors, on avait déjà un proto-programme de fidélité, on va dire. Et donc là, on a lancé un programme de fidélité un peu plus structuré, avec notamment différents niveaux de fidélisation en fonction des clients, parce qu'on a des clients très différents. On a des clients qui vont faire 30, 40, 50 achats par an. Et puis, on a des clients qui restent qui ont moins de besoins et qui vont faire, on va dire, une dizaine d'achats par an. Donc, voilà, on avait besoin de s'adapter à tout ça. Et on n'en est qu'au premier résultat, mais on est déjà très content parce qu'on voit qu'on arrive à la fois à activer nos plus loyaux, mais aussi nos clients occasionnels. Et c'était un de nos objectifs de se dire que si finalement, ce n'était pas juste un programme de fidélité pour les entreprises qui étaient déjà de plus grosse taille et avec un une très très forte portefeuille chez nous. Donc voilà, ça c'est un élément qui a été très important. Et ensuite, je vous rejoins tous les deux complètement sur l'importance du paiement et on va dire des services en général. Le paiement, c'est une étape clé et pour le B2B, beaucoup plus encore que pour le B2C. Mais tout le service, tous les services tout au long de la chaîne, du paiement jusqu'à l'after sales, vraiment la partie post-achat, chez nous aussi, c'est vraiment un énorme élément de réassurance parce que le pro a besoin de s'assurer qu'en fait tout va bien se passer et que si jamais il y a quoi que ce soit, Mano Mano va être là, qu'on va l'aider à régler son problème et qu'il ne va pas avoir de répercussions sur son client final notamment. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles, donc comment est-ce qu'on arrive à avoir une expérience beaucoup plus proche, plus personnalisée, comment est-ce qu'on lui apporte de la réassurance. Et puis au milieu de tout ça, la livraison, voilà, encore une fois, ça, étape extrêmement clé dans l'expérience client, s'assurer qu'on est en temps, en heure, qu'on propose différentes options de livraison qui vont répondre aux besoins du pro. Donc voilà, en quelques mots, un peu les éléments qui font la différence aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer à conclure, Mickaël, après tout ce qu'on a entendu. Comment est-ce que vous voyez l'e-commerce B2B évoluer si on est sur une vision un petit peu plus prospective, peut-être à 5 ou 10 ans? On a fait le bilan sur les tendances qui ont émergé. Qu'est-ce que vous voyez émerger à l'avenir?
5-10 ans, on vendait beaucoup là. Sortez votre boule de cristal. Ouais, alors si je l'avais seulement. Je pense que c'est un vecteur d'accélération pour les entreprises. Donc après, selon l'axe de croissance qu'elles ont, c'est un catalyseur. Si mon but, c'est d'aller proposer mon service de manière plus digitalisée à mes clients sur une zone géographique restreinte, ça va me permettre de le faire. Si mon but, c'est de m'étendre à l'international très rapidement, je vais pouvoir trouver des leviers d'accélération au travers, par exemple, d'aller commercer sur des marketplaces qui me permettent de m'ouvrir. Et encore une fois, qui me permettent d'aller commercer avec des acheteurs que je ne connais pas, très loin, en me proposant, moi, en tant que marchand, tous les services dont j'ai besoin pour aller le faire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va aider les entreprises à se développer, à commercer entre elles. Donc, pour moi, voilà, c'est un super levier, en tout cas, sur lequel nous, on veut accompagner, accélérer et qu'on observe tous les jours. Et Lily et Anaïs aussi, vous avez parlé de beaucoup de projets, l'international, la logistique, etc. Alors peut-être pas 5 ou 10 ans parce que ça a l'air compliqué, mais 1 an ou 2 ans, qu'est-ce qui est à l'étude ou qu'est-ce qui est imminent? Je vais un petit peu me répéter, mais on a nous, dans les gros axes de travail. Alors, il y a une partie dont j'ai moins parlé, qui est la partie logistique, où effectivement, aujourd'hui, nous, on a une offre de fulfillment, donc avec des entrepôts qui permettent, où on peut stocker pour nos marchands et livrer pour nos marchands. Donc, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut appuyer parce qu'à la fois c'est un excellent service pour les marchands et ça nous permet vraiment d'améliorer l'expérience client. On le voit dans la mesure de notre NPS. Et voilà, donc tout ce qui va dans le sens de la satisfaction client et donc de la fidélisation de nos clients, ça nous intéresse vraiment de le faire croître. L'application mobile, comme je vous disais. Toute la partie offre responsable, rénovation énergétique, c'est un très gros axe de travail pour nous. Et puis sur l'international, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux pays prévus, en tout cas à court terme, mais on a lancé quand même l'Allemagne il y a seulement 3 mois et l'Angleterre il y a moins d'1 an. Donc voilà, un de nos objectifs, c'est quand même aussi de croître fortement et de bien assurer notre croissance sur ces marchés qui sont les plus gros marchés en Europe, mais des marchés aussi extrêmement concurrentiels sur la partie B2B, bricolage. Donc voilà pour nos perspectives. Et de notre côté, je rebondis sur ce que Anna disait sur l'international. On est une marketplace européenne. Aujourd'hui, 60% de notre chiffre reste en France, mais on a ouvert récemment l'Espagne, l'Italie, donc consolider ces pays-là, en plus de l'Allemagne et le UK, qui effectivement ne sont pas des pays très, très faciles, et donc s'assurer que ça fonctionne bien. Le fulfillment, pour nous aussi, on a ouvert notre premier entrepôt il y a moins de 6 mois, qui est dans la banlieue lyonnaise, et on en aura un autre prochainement en France, mais également à l'international. Donc ça, c'est un gros enjeu de notre stratégie en 2023. C'est aujourd'hui, on est seulement en intermédiaire, on n'achète pas de produits, on n'achètera pas de produits dans le modèle fulfillment, mais on stockera les produits des marques. Donc vraiment, on voit que c'est très intéressant. On a déjà 200 marques qui sont à la fois des petites marques qui voient une opportunité pour simplifier leur logistique, mais on a également des grosses marques plus établies qui ont choisi ce modèle pour justement gérer ce qu'on appelle leur long tail d'indépendants, qui sont tous les indépendants avec des plus petites commandes qui leur prennent plus de temps. Donc c'est un modèle logistique qui pour nous va vraiment faire la différence auprès de nos clients. Je me répète également sur le produit, mais on a beaucoup d'investissements en 2023 qui va passer dans le produit. On est encore au début de quelque chose et on a encore beaucoup d'améliorations à apporter pour notre concurrent direct. Ne l'oublions pas, c'est le direct. Finalement, je peux prendre mon téléphone et passer commande en direct. Donc, comment rassurer finalement les commerçants à passer commande sur Encore Store et que ce soit le plus simple possible. Et puis, un dernier point sur la communauté. Donc, ça, j'insiste là-dessus, mais il n'y a pas aujourd'hui de communauté de commerçants indépendants. Vous avez plusieurs associations par ville, etc. Mais il n'existe pas vraiment une communauté d'indépendants d'envergure. Du coup, on voudrait vraiment se positionner tel quel. Et on fait beaucoup de partenariats, notamment avec les différents managers de centre-ville, les vitrines de France, des choses comme ça qu'on est en train de mettre en place. Voilà pour les prochaines années, la prochaine année du moins. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci Néla. Merci.